L'empire d'un milliardaire s'effondra au moment où la fille de 12 ans d'une femme de ménage osa parler. Henri Dubois, milliardaire et roi autoproclamé du skyline de la Défense, souriait tandis que son invité japonais se préparait à signer le contrat qui cimenterait son empire. L'hôtel particulier luisant respirait la puissance, murs de verre, tapis italiens, œuvres d'art valant des millions. Personne ne remarqua la fille de la femme de ménage, debout discrètement dans un coin, un sac à dos usé serré contre sa poitrine. À 12 ans, Abigail Riley était invisible ici, une ombre de plus dans le monde de servitude silencieuse de sa mère. Mais lorsque ses yeux tombèrent sur la page japonaise de ce contrat, son sang se glaça. Elle fit un pas en avant, sa voix tremblante mais claire. Ce n'est pas ce qui est écrit. Et en un seul instant, la pièce se figea. Un empire de 500 millions d'euros vacillait au bord de la ruine. Avant de poursuivre, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, reprenons. Profitez de l'histoire. Une simple feuille de papier pouvait tous les ruiner. Et seule la fille de la femme de ménage le savait. Abigail, 12 ans, serrait la sangle usée de son sac à dos. La toile effilochée contrastait brutalement avec le marbre poli sous ses pieds. L'ascenseur montait avec une rapidité silencieuse et inquiétante, et à chaque étage, la ville de Paris rétrécissait, devenant une carte scintillante en contrebas. Les portes s'ouvrirent sans un bruit, révélant l'appartement penthouse de Henri Dubois. Ce n'était pas une maison, c'était une déclaration. Des murs de verre du sol au plafond emprisonnaient le ciel. Des meubles ressemblant plus à des œuvres d'art qu'à des sièges étaient disposés avec une froide précision. L'air lui-même paraissait différent, mince et imprégné d'odeurs de cuir coûteux et d'une note florale qu'Abby ne pouvait nommer. C'était l'odeur de l'argent, une odeur qui faisait paraître son jean élimé et son t-shirt délavé comme un déguisement venu d'un autre monde. Sa mère, Hélène, se tenait à côté d'elle, les épaules déjà crispées par la tension qu'Abby connaissait bien. Hélène était une bonne femme de ménage, la meilleure. Elle était discrète, efficace et invisible. 3 qualités que ses employeurs appréciaient par-dessus tout. Aujourd'hui était son jour de repos, un précieux dimanche qu'elle passait habituellement avec Abby. Mais M. Dubois avait appelé en panique. Un rendez-vous de dernière minute, décisif pour sa carrière, avec des investisseurs japonais. Le personnel habituel était indisponible, et l'agence, connaissant le désespoir d'Hélène, avait proposé une prime qu'elle ne pouvait refuser. Une prime qui ne ferait guère disparaître la montagne de dettes qui assombrissait leur vie depuis le décès du père d'Abby, 2 ans auparavant. « Abby, tu te souviens de ce qu'on a dit ?» murmura Hélène, sa voix n'étant qu'un souffle. « Reste à la cuisine, sauf si je te demande de l'aide, ne touche à rien, et s'il te plaît, ne parle à personne, à moins qu'on ne t'adresse la parole en premier. » Abby hocha la tête, ses cheveux blonds tombant devant ses yeux. Elle repoussa les mèches derrière son oreille, son regard balayant le vaste salon. C'était comme un musée, un lieu où l'on regarde, mais où l'on ne touche pas. Dans son sac à dos, coincé entre une bouteille d'eau et une pomme à moitié mangée, se trouvait un petit livre de poche écorné. C'était une collection de contes japonais, une langue que son grand-père avait insisté pour qu'elle apprenne. Il disait que c'était une clé, une manière de comprendre un monde bâti sur l'honneur et le respect, des valeurs qu'il sentait disparaître du leur. Ce livre
était son seul réconfort dans des lieux comme celui-ci, un monde secret où elle pouvait s'évader. Le claquement de chaussures coûteuses sur le marbre annonça leur arrivée. Éléonore Dubois, l'épouse de Henri, glissa vers elle. C'était une femme sculptée dans la glace, ses cheveux blonds coiffés en un casque parfait et immobile. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui parcoururent en Hélène, puis Abby, avec une lueur d'agacement à peine dissimulée. « Hélène, vous êtes en retard, » dit-elle d'une voix sèche. L'horloge murale indiquait 13h58. On leur avait demandé d'arriver à 14h. « Mes excuses, Madame Dubois. Le bus était en retard. » Éléonore agita une main dédaigneuse, une cascade de bracelets de diamants tintant à son poignet. « Des excuses. Les investisseurs vont arriver d'un instant à l'autre. C'est un contrat de 500 millions d'euros. Tout doit être parfait. C'est votre fille ?» Son regard se posa sur Abby, et sa lèvre se retroussa légèrement. « Je ne savais pas que vous alliez amener un enfant. » L'agence a dit que ce serait acceptable pour seulement quelques heures. Elle ne fera aucun problème, je vous le promets. Elle est très discrète. « Qu'elle le reste, » dit Éléonore en leur tournant le dos. « Les traiteurs ont installé les amuse-bouches. Vous serez chargés de servir les boissons. Qu'aucun verre ne reste vide, ne renversez rien, n'existez pas, c'est clair. »« Oui, Madame Dubois, » répondit Hélène, la voix tendue. Elle conduisit Abby vers la vaste cuisine, en acier inoxydable, une pièce plus grande que tout leur appartement. En passant devant la salle à manger, un jeune homme était affalé sur un canapé de cuir élégant, défilant sur son téléphone. C'était Pierre-Louis Dubois, leur fils. Il avait une vingtaine d'années, avec les traits marqués de son père et les yeux froids de sa mère. Il leva les yeux, son regard s'attardant sur Abby avec un sourire narquois. « Maman, tu as aussi engagé une baby-sitter ?» lança-t-il, sa voix dégoulinant de condescendance. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, gamine ?»« Des crayons de couleur. » Les joues d'Abby rougirent. Elle serra plus fort son sac à dos et suivit sa mère jusqu'à la cuisine, le son de son petit rire moqueur, les suivant comme une ombre. Dans la cuisine, Hélène inspira profondément, le dos tourné vers Abby. « Ignore-les, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Nous faisons notre travail, nous sommes payés, et nous rentrons à la maison. C'est tout ce qui compte. » Elle tendit à Abby un petit plateau de verres étincelants. « Tu peux m'aider à les porter dehors. Pose-les sur la table d'appoint et reviens aussitôt. » Abby obéit, ses gestes petits et précautionneux. Le salon commençait à se remplir. Henri Dubois était sorti de son bureau. C'était un homme taureau, son costume coûteux, tendu sur ses larges épaules. Il dégageait une aura de confiance agressive, un homme qui ne demandait pas les choses, mais qui les prenait. Il faisait les 100 pas, aboyant des ordres dans son téléphone. Sa voix un grondement bas qui fit hérisser les poils sur les bras d'Abby. La sonnette retentit, un son doux et mélodieux qui sembla faire retenir son souffle à tout l'appartement. Henri claqua son téléphone, afficha un large sourire artificiel et se dirigea vers l'entrée. « Monsieur Tanaka, bienvenue, bienvenue », tonna-t-il. Un homme japonais âgé entra, suivi de 2 jeunes assistants et d'un interprète américain. Monsieur Kenji Tanaka était petit et impeccablement vêtu d'un costume sombre et classique. Il se déplaçait avec une dignité tranquille, à 1000 lieues de l'énergie tonitruante d'Henri Dubois. Il s'inclina légèrement, son expression sereine et impénétrable. Les présentations furent un tourbillon de noms et de poignées de main. Abby observait depuis le coin de la pièce, un fantôme en arrière-plan. Sa mère circulait déjà avec un plateau de flûte de champagne. Son visage
était un masque parfait d'indifférence polie. La conversation commença, filtrée par les deux interprètes. C'était une danse maladroite et figée de mots. M. Dubois parlait de profit et de domination du marché. Ces mots étaient forts et confiants. M. Tanaka parlait de partenariat, d'héritage et de confiance. Sa voix était douce et mesurée. Pierre-Louis rejoignit son père, essayant d'avoir l'air important. Il tapa un peu trop fort dans le dos de l'un des assistants de Momo, Tanaka, faisant sursauter l'homme. « Alors, vous êtes excité de gagner du vrai argent avec nous ?» demanda Pierre-Louis à haute voix, comme s'il s'adressait à des enfants. L'interprète grimaça en traduisant. Éléonore flottait dans la pièce, désignant les œuvres d'art coûteuses accrochées au mur. « C'est un Rothko », annonça-t-elle à l'un des délégués japonais. « Cela vaut plus cher que votre voiture, probablement aussi que votre maison. » L'homme s'inclina simplement, son visage impassible. Abby sentit un nœud de colère se resserrer dans son estomac. Ces gens étaient impolis. Ce n'étaient que des brutes. Ils confondaient politesse et faiblesse. Elle pensa à son grand-père. Il avait combattu dans le Pacifique pendant la guerre. Il avait vu des horreurs, mais il n'avait jamais parlé du peuple japonais qu'avec respect. « Ils ont un mot, Abby », lui disait-il, souvent, la voix rauque avec l'âge. « Jiri, cela veut dire devoir, honneur. La parole d'un homme est un lien sacré. N'oublie jamais ça. » Elle vit sa mère approcher un groupe d'associés de Henri. L'un d'eux, un homme à la montre en or brillante, ne la regarda même pas en prenant un verre. Il se tourna vers son ami et marmonna juste assez fort pour qu'Abby entende par-dessus le bourdonnement des conversations. « Tu crois que l'agence a vraiment envoyé quelqu'un comme elle? Regarde ses chaussures. Elles ont déjà connu des jours meilleurs. » Ses amis ricanaient. Probablement les 5 € les mieux dépensés de sa vie. Hélène les entendit. Abby vit sa mâchoire se contracter une fraction de seconde. Un minuscule, presque imperceptible tremblement, puis tout disparut. Son expression redevint lisse et elle passa au prochain invité. Son plateau resta parfaitement stable. Le cœur d'Abby se serra pour elle. Sa mère travaillait si dur, plus que quiconque elle connaissait. Pourtant, ces gens ne voyaient rien d'autre qu'une paire de chaussures usées. La réunion s'éternisa. Les investisseurs étaient polis, mais non engageants. Henri Dubois devenait visiblement impatient. Son sourire se crispait, ses gestes saccadés. Il ne cessait de jeter des coups d'œil aux larges documents reliés de cuir posés sur la table basse. Le contrat. « Messieurs, » dit enfin Henri, sa voix un peu trop forte. « Je crois que nous avons assez parlé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cet accord sera la plus rentable des entreprises que votre société ait jamais connue. Allons-nous signer et célébrer ?» Il fit signe à Hélène de remplir les verres. Alors qu'elle s'exécutait, Pierre-Louis se plaça délibérément sur son chemin, la faisant trébucher. Quelques gouttes de champagne éclaboussèrent le tapis blanc immaculé. « Attention !» lâcha Pierre-Louis, la fusillant du regard. « Ce tapis est en soie italienne. Il vaut plus qu'une année entière de ton salaire. » Le visage d'Hélène pâlit. « Je suis tellement désolé, monsieur Dubois. C'était un accident. » « Un accident maladroit, » ajouta Éléonore depuis l'autre bout de la pièce, sa voix semblable à de la glace qui craque. « Peut-être devriez-vous regarder où vous mettez les pieds ?» Abby sentit ses poings se refermer le long de ses hanches. Ce n'était pas un accident. Il l'avait fait exprès. Elle vit le sourire en coin de Pierre-Louis s'évanouir avant qu'il ne détourne le regard. Sa mère s'agenouilla, tamponnant la petite tache avec une serviette, son visage caché, mais Abby pouvait imaginer la honte brûler ses joues.
Monsieur Tanaka observait la scène, ses yeux sombres ne manquant rien. Son expression sereine ne changea pas, mais Abby le vit poser sa flûte de champagne, intacte sur une table. Henri ignora l'incident, concentrant toute son attention sur le contrat. « Mon interprète a relu la traduction japonaise », annonça-t-il, désignant l'homme nerveux à ses côtés. « C'est un miroir parfait de l'anglais, une formalité en réalité. » Il fit glisser le document sur la table basse, en vers, vers Monsieur Tanaka. Il était ouvert à la dernière page, une ligne attendant une signature, au-dessus du nom soigneusement tapé de Monsieur Tanaka. Le document était épais, un côté imprimé en anglais, la page opposée en caractères japonais. Abby était censé rester à la cuisine, hors de vue, mais sa mère l'avait envoyé ramasser les verres vides et elle se trouvait près de la table basse, son petit plateau à la main. Ses yeux, malgré elle, tombèrent sur la page. Elle n'essayait pas de lire. Ce n'était qu'un coup d'œil, mais les caractères lui étaient aussi familiers que les lettres de son propre nom. Son grand-père avait passé des années à les lui inculquer, d'abord avec des cartes dans son vieux bureau poussiéreux, puis avec les livres qu'il lui offrait chaque anniversaire et chaque Noël. Son regard parcourut un court paragraphe près du bas de la page. Le côté anglais était dense de jargon juridique qu'elle ne comprenait pas, mais le japonais était différent. Les caractères formaient des mots, et les mots formaient une phrase qui glaça son sang. Sa respiration se bloqua. Sa mère avait fini d'éponger la tâche, mais remarqua Abby figée. Elle lui lança un regard paniqué, une supplique silencieuse pour qu'elle bouge, qu'elle disparaisse à la cuisine. Mais Abby ne pouvait pas bouger. Ses yeux restaient collés à la page. Pierre-Louis la vit fixer le document. Un sourire cruel et amusé se dessina sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, petite bonne ?» dit-il, d'une voix assez forte pour attirer l'attention de toute la pièce. « Tu essaies de lire les papiers des grands. Je ne crois pas qu'il y ait d'image pour toi là-dedans. » Les autres invités gloussèrent. Henri Dubois lança à Abby un regard de pure fureur. « Hélène, fais sortir ta fille, d'ici immédiatement. » Hélène se précipita vers Abby, lui saisissant le bras. « Abby, allons-y, » souffla-t-elle d'une voix désespérée. Mais M. Tanaka avait déjà pris le stylo. C'était un magnifique stylo-plume, doré et brillant sous les lumières encastrées. Il ôta le capuchon. La pointe plana au-dessus de la ligne de signature, un simple point d'encre prêt à sceller l'accord de 500 millions d'euros. La voix de son grand-père résonna dans l'esprit d'Abby. L'honneur, Abby. La parole d'un homme est un lien sacré. Ce n'était pas un lien, c'était un piège. La pointe toucha le papier. Ce n'est pas ce qui est écrit, dit Abby. Les mots étaient bas, à peine un murmure, mais dans le silence tendu de la pièce, ils éclatèrent comme un coup de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Le visage d'Henri Dubois passa du rouge au violet marbré. Sa femme eut l'air d'avoir avalé du poison. Le sourire moqueur de Pierre-Louis se figea sur ses lèvres. Sa propre mère la regardait avec des yeux écarquillés de terreur, sa main serrant le bras d'Abby comme un étau, le stylo dans la main de même. Tanaka s'arrêta, à un cheveu du papier. Il leva lentement la tête, ses yeux sombres et intelligents, fixant la petite fille blonde, au t-shirt délavé. La pièce retint son souffle, le silence s'étira en une éternité lourde d'incrédulité et d'indignation. Henri Dubois fut le premier à réagir, sa voix un grondement bas et dangereux. « Qu'as-tu dit ?» Il fit un pas vers elle, sa grande silhouette dégageant une menace palpable. « Tu es la fille d'une femme de ménage. Tu te tairas ou je vous jetterai, toi et ta mère,
à la rue, tu comprends? Hélène tira plus fort sur le bras d'Abby. Monsieur Dubois, je suis désolé. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une enfant. Sa voix tremblait si fort qu'elle parvenait à peine à parler. Nous allons partir. Nous partons tout de suite. Tu as bien raison de partir, siffla Éléonore. Son visage était un masque de fureur. Et vous pouvez oublier d'être payé. Quelle audace! Mais monsieur Tanaka leva la main. Un simple petit geste, mais qui eut pour effet immédiat de plonger la pièce dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il n'avait pas quitté Abby des yeux. Il ignora complètement l'éclat d'Henri, son regard calme et concentré. Il dit quelque chose en japonais, son ton doux, interrogateur. L'interprète des Dubois, un homme pâle et en sueur, nommé Clark, traduisit rapidement. Monsieur Tanaka demande « Qu'as-tu dit, petite fille ?» Avant qu'Abby ne puisse répondre, Pierre-Louis ricana bruyamment. « Oh, allons, on va vraiment écouter ça. Elle a 12 ans. Elle ne sait probablement même pas épeler le mot contrat, encore moins en lire un. Elle cherche juste à attirer l'attention. » Ricana Pierre-Louis. L'un des associés intervint, pressé de se remettre en faveur auprès d'Henri. « Signons les papiers et passons à autre chose. » Monsieur Tanaka les ignora tous. Il répéta sa question en japonais, ses yeux toujours rivés sur Abby. Abby inspira profondément, le souffle tremblant. Elle regarda le visage terrifié de sa mère, le regard menaçant d'Henri Dubois, le cercle d'adultes railleurs et méprisants autour d'elle. Tout son instinct lui criait de fuir, de se cacher, de faire ce que sa mère lui avait toujours dit de faire, être invisible. Mais elle pensa à son grand-père, assis dans son vieux fauteuil usé, l'odeur de vieux livres et de thé à la menthe poivrée emplissant l'air. La vérité est un fardeau lourd à porter, Abby, lui avait-il dit un jour. Mais elle ne sera jamais aussi lourde que le regret. Elle retira doucement son bras de l'emprise de sa mère. Elle regarda directement Monsieur Tanaka et lui répondit dans la même langue. Son japonais était impeccable. Sa prononciation parfaite, les tons formels et respectueux coulant de ses lèvres comme si elle l'avait toujours parlé. « Ma Shawake Gohamison » commença-t-elle, sa voix claire et ferme malgré les battements affolés de son cœur. « Je vous prie de m'excuser pour l'interruption. » L'effet fut instantané et profond. La pièce, qui bouillonnait d'irritation, fut plongée dans un silence de stupéfaction absolue. Clark, l'interprète, sembla foudroyé. Sa bouche s'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Henri Dubois la fixait, le visage grotesque de confusion et de rage. La main manucurée d'Éléonore vola à son collier de perles, sa froideur enfin brisée. Pierre-Louis restait bouche bée, son sourire effacé. Les sourcils de M. Tanaka se haussèrent légèrement. C'était le premier vrai changement d'expression qu'Abby avait vu chez lui de toute la journée. Une étincelle, curiosité, surprise, respect, dansaient dans ses yeux sombres. Il se pencha en avant, ignorant tout le reste de la pièce. Il s'adressa de nouveau à elle en japonais, cette fois avec une phrase plus longue, plus complexe. « Tu parles très bien ma langue. Qui était ton professeur ?» Abby répondit, toujours en japonais. « Mon grand-père m'a enseigné. Il disait qu'il était important de comprendre le cœur d'un peuple, pas seulement ses mots. » Cet échange, qui dura à peine quelques secondes, renversa complètement la dynamique de pouvoir dans la pièce. Les Dubois et leurs associés étaient désormais à l'extérieur, confus et insignifiants. La vraie conversation se déroulait entre un milliardaire japonais et une fillette de 12 ans au t-shirt délavé. Henri retrouva enfin sa voix, bredouillant. « Quoi ?
Qu'est-ce qu'elle raconte? Clark, qu'est-ce qui se passe? L'interprète se lécha les lèvres sèches, ses yeux passant nerveusement de M. Tanaka à Henri. Elle parle japonais, Monsieur Dubois, couramment. Ça, je le vois bien, rugit Henri, son visage virant à un rouge dangereux. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Avant que Clark ne puisse traduire, M. Tanaka tourna de nouveau son regard calme vers Abby. Il désigna le contrat ouvert sur la table. « Koranas » demanda-t-il. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il pointa le document. « Anata, tu as dit que ce n'est pas ce qui est écrit. Nani ga shugo no duka. Quelle est la différence ?» Toutes les moqueries, toute la condescendance avaient disparu. Il s'adressait à elle non pas comme à une enfant, non pas comme à la fille d'une femme de ménage, mais comme à une égale. Il lui demandait la vérité. Abby fit un pas en avant, sa peur remplacée par une résolution calme. Son petit doigt, nu et propre, pointa une clause spécifique sur la page japonaise. Le paragraphe correspondant en anglais était rempli d'un langage corporatif vague sur les fluctuations du marché et les protocoles de protection des actifs. Conçu pour être confus, pour être lu en diagonale. Mais le texte japonais était brutalement clair. Elle inspira profondément et commença à lire la clause japonaise à voix haute. Sa voix ne trembla pas. Les syllabes anciennes et élégantes emplirent la pièce silencieuse. Lorsqu'elle put terminer le paragraphe, elle leva les yeux et le traduisit pour les anglophones médusés. « Il est écrit », dit-elle, sa voix résonnant avec une clarté défiant son âge, « que dans l'éventualité d'une baisse de marché régionale supérieure à 5%, même sans lien avec cette entreprise, tous les actifs des filiales de Tanaka seront retenus comme garantis et transférés sous le contrôle administratif complet de Dubois Global. » Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprimer. La version anglaise dit seulement que les parties réévalueront leur position. La version japonaise dit qu'il prendra ses entreprises. Elle leva les yeux du papier vers Henri Dubois, ses yeux bleus clairs et directs. C'est un piège, c'est une arnaque de 500 millions d'euros. Le silence qui suivit les paroles d'Abby était plus lourd que la pierre. Un silence rempli des éclats de confiance brisés d'Henri Dubois et de la lumière froide de la compréhension dans les yeux de la délégation japonaise. Tout l'air sembla aspirer hors de l'hôtel particulier. Puis le barrage de la contenance d'Henri céda. « Mensonge !» hurla-t-il, sa voix brisée par la rage. Il pointa un doigt épais en direction d'Abby, son visage contorsionné en un masque grotesque de fureur. « Elle ment. C'est un mensonge ridicule, absurde, inventé par une enfant qui veut attirer l'attention. » Il tourna un regard frénétique vers M. Tanaka. « Kenji, vous ne pouvez pas croire à ces absurdités. Ce n'est personne. Sa mère nettoie mes sols. Qu'est-ce qu'elle pourrait savoir d'un contrat de plusieurs millions d'euros ?» Il éclata de rire. Un son dur et laid qui résonna contre les murs de verre. C'est une erreur, un fantasme d'enfant. M. Tanaka ne regarda pas Henri. Il ne semblait même pas l'entendre. Ses yeux restaient fixés sur Abby, un regard profond et scrutateur qui semblait percer à travers les couches de ses vêtements usés pour voir quelque chose au plus profond d'elle. Puis il tourna lentement, délibérément, son regard vers l'interprète, Clark. L'air autour de l'homme pâle et suant sembla chuter de 20 degrés. M. Tanaka lui parla en japonais. Le ton n'était pas fort, mais aussi tranchant et froid qu'un scalpel de chirurgien. C'était un ordre, pas une question. Clark tressaillit visiblement. Il balbutia, essayant de formuler une réponse en japonais.
Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il regarda Henri Dubois, les yeux écarquillés de panique, le suppliant silencieusement de l'aider. Mais Henri était trop consumé par sa propre rage pour lui prêter secours. Meto Tanaka parla de nouveau, seulement 2 mots cette fois, d'une voix à peine plus qu'un murmure, mais qui portait le poids d'une sentence d'exécution. Clark s'effondra, ses épaules s'affaissèrent, et il baissa les yeux comme si le sol s'était transformé en un gouffre béant prêt à l'engloutir. Il passa à l'anglais, sa voix un gémissement pathétique. Monsieur Dubois, il m'a payé 20 000 € de plus. Il se tordait les mains, la sueur perlait sur son front et dégoulinait le long de ses tempes. Il m'a dit que c'était un simple ajustement de traduction pour protéger ses intérêts. Il m'a dit que le côté japonais ne serait pas lu de si près, qu'il ferait confiance à la version anglaise. J'ai une famille, j'avais besoin de l'argent. L'aveu resta suspendu dans l'air, lourd et indéniable. C'était le bruit d'un clou enfoncé dans le cercueil corporatif d'Henri Dubois. Henri eut l'air d'avoir reçu un coup physique. Le sang quitta son visage, le laissant gris et marbré. « Espèce d'idiot pathétique !» hurla-t-il à Clark, sa voix montant jusqu'à une stridence hystérique. « Je vais te ruiner. Tu ne travailleras plus jamais comme interprète. Tu nettoieras des toilettes. » Il se retourna ensuite vers Hélène, figée à côté de sa fille, son visage une toile de pure terreur. « Et toi ?» gronda-t-il en avançant vers elle. « Tu es renvoyée. Sors de chez moi. Tu amènes cette petite sorcière menteuse dans ma maison pour saboter le plus grand contrat de ma vie. Je m'assurerai que tu sois mise sur liste noire. Tu ne trouveras pas de travail pour récurer les sols d'une arrière-cour de cette ville quand j'en aurai fini avec toi. » Son visage était à quelques centimètres de celui d'Hélène. Des postillons jaillissaient de ses lèvres alors qu'il hurlait. Abby s'avança instinctivement devant sa mère, un petit bouclier défiant face à la tempête de sa fureur. « Ne parlez pas à ma mère comme ça, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Sale gamine insolente !» rugit Henri, levant la main. Pendant une seconde terrifiante, Abby crut qu'il allait la frapper. Mais avant que sa main ne puisse aller plus loin, l'un des assistants de M. Tanaka, un homme resté silencieux jusque-là, bougea avec une rapidité saisissante. Ce n'était pas un grand homme, mais il se plaça entre Henri et Abby, posant une main ferme et retenue sur la poitrine d'Henri. Il ne dit rien. Il se contenta de le fixer avec des yeux froids et désapprobateurs. Le message était clair. Vous n'irez pas plus loin. Henri recula, son élan momentanément brisé par cette intervention inattendue. Il regarda autour de la pièce les visages horrifiés de ses associés, les expressions dégoûtées de la délégation japonaise et le mépris absolu dans les yeux de M. Tanaka. Il vit son monde, son empire soigneusement construit de bluffs et d'intimidation, s'effondrer en poussière autour de lui. Le chaos retomba aussi vite qu'il avait éclaté. M. Tanaka rappela son assistant à ses côtés d'un geste subtil. L'hôtel particulier retomba dans le silence, le seul son étant le bourdonnement indifférent et lointain de la ville en contrebas. L'attention de M. Tanaka revint à Abby. La dureté de son regard se dissipa, remplacée par une curiosité douce et un respect profond et émouvant. Il fit un pas de plus, créant un petit espace intime autour d'eux, comme si le reste de la pièce et son drame hideux n'existaient plus. Il s'adressa à elle en anglais, cette fois, sa voix douce et bienveillante. « Tu as montré un grand courage, petite. Ta mère doit être très fière. » Il jeta un coup d'œil à Hélène,
lui offrant une légère révérence rassurante. Hélène, encore tremblante, ne pouvait que le fixer, son esprit peinant à rattraper l'irréalité de la situation. « Tu as dit que ton grand-père t'a appris le japonais », poursuivit M. Tanaka, son attention entièrement tournée vers Abby, « et qu'il t'a enseigné l'honneur. C'était certainement un homme très sage. Puis-je connaître son nom ?»« Walter », dit Abby doucement. Il s'appelait Walter Riley. Un éclat de reconnaissance traversa le visage de M. Tanaka. Ce n'était qu'une lueur, mais elle était là. Riley, répéta-t-il, goûtant le nom. A-t-il déjà parlé de son temps de guerre? Où il avait servi? Tout le temps, dit Abby, un petit sourire triste effleurant ses lèvres, alors qu'elle pensait à son grand-père, décédé l'année précédente. Il était avec la 77e division d'infanterie. Il a combattu à Okinawa. L'air crépita. Le nom de cette île sanglante et brutale resta suspendu entre eux. Le calme serein de M. Tanaka se brisa, enfin. Ses yeux s'écarquillèrent, et il inspira brusquement un souffle audible. Ses assistants échangèrent un regard de compréhension soudaine et profonde. Éléonore Dubois, voyant que la conversation prenait une tournure personnelle et étrange, tenta de saisir l'occasion pour sauver la situation. « Qu'est-ce que tout cela a à voir avec quoi que ce soit ?» lança-t-elle d'une voix stridente. « Une vieille histoire de guerre ne changera pas le fait que cet enfant nous a ruinés. » M. Tanaka ne lui accorda même pas un regard. C'était comme si elle avait cessé d'exister. Son monde s'était rétréci à cette petite fille et au fantôme de son grand-père. « Mon grand-père », dit M. Tanaka, la voix lourde d'une émotion qui stupéfia la pièce, s'appelait Satu Tanaka. Il n'était pas soldat par choix. C'était un étudiant en poésie, enrôlé de force dans l'armée impériale à 18 ans. Lui aussi était à Okinawa. Il fit une pause, ses yeux sombres, brillants de larmes retenues. Il parlait rarement de la guerre. C'était un lieu de fantôme pour lui. Mais il y avait une histoire qu'il racontait sans cesse, encore et encore, à son fils et à son petit-fils. L'histoire de comment il a survécu alors que tant d'autres sont morts. La pièce était absolument silencieuse. Même Henri Dubois semblait avoir été frappé de stupeur. Son visage pendait, bouche entr'ouverte, figé dans l'incrédulité. « Mon grand-père a été blessé lors d'un bombardement d'artillerie, » poursuivit M. Tanaka, sa voix basse et empreinte de révérence. Il était seul, séparé de son unité. Il pensait qu'il allait mourir. Un soldat américain l'a trouvé, un GI. Au lieu de l'achever, l'Américain l'a traîné dans une ferme détruite pour s'abriter. Il a nettoyé sa blessure avec l'eau de sa propre gourde et lui a donné un morceau de barre chocolatée. Il planta son regard directement dans les yeux bleus d'Abby, comme pour y chercher l'âme de son grand-père. Ils ne pouvaient pas parler la langue l'un de l'autre, mais ils sont restés là une journée entière, tandis que la bataille faisait rage dehors. Ce soldat américain a sauvé la vie de mon grand-père. Il l'a traité, non pas comme un ennemi, mais comme un être humain. Mon grand-père n'a jamais oublié son visage. Il n'a jamais oublié sa bonté. Il n'a retenu qu'un nom, celui inscrit sur le casque du soldat. La main de M. Tanaka alla à la poche intérieure de sa veste. Avec des doigts tremblants, il sortit un portefeuille de cuir brun foncé, usé, les coins adoucis par le temps. D'une fente cachée, il tira soigneusement une petite photographie en noir et blanc, ses bords pliés et jaunis. Il la tendit à Abby. La photo montrait deux jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence, assis sur un tas de gravats. Tous deux portaient des uniformes sales et en lambeaux d'armées opposées. L'un était japonais, le visage maigre et fatigué, mais esquissant un mince sourire de gratitude.
L'autre était un soldat américain, le visage couvert de poussière, une paire d'yeux clairs et bienveillants fixant l'objectif, encore très jeune, la mâchoire à peine dessinée, les cheveux courts, taillés à la militaire. Ce visage était indubitable. C'était son grand-père. C'était Walter Riley. La main d'Abby vola à sa bouche, un souffle d'étonnement lui échappant. Des larmes montèrent à ses yeux, brouillant l'image de ce jeune homme qui lui racontait des histoires avant de dormir et lui avait appris que l'honneur était la seule chose qu'un être humain possédait vraiment. Mon grand-père a porté cette photo chaque jour de sa vie, dit M. Tanaka, la voix étranglée par l'émotion. C'était sa possession la plus précieuse, un rappel que même dans les heures les plus sombres, l'humanité et l'honneur peuvent l'emporter. Il ajouta, « Il m'a dit, « Kenji, si jamais tu rencontres un Américain du nom de Riley, traite-le comme de la famille. Notre famille était à une dette qui ne pourra jamais être véritablement remboursée. » Il leva les yeux de la photo vers Henri Dubois, et son expression se transforma. La chaleur et l'émotion disparurent, remplacées par une fureur glaciale bien plus terrifiante que les éclats tonitruants d'Henri. « Vous, dit M. Tanaka, sa voix douce comme une lame mortelle, avez essayé de m'escroquer, mais vous n'avez pas seulement tenté de voler mon argent. Vous vous êtes tenu en présence de cet enfant, la petite fille de l'homme à qui ma famille doit son existence même. Et vous avez laissé votre famille la ridiculiser. Vous l'avez menacée. Vous avez tenté de l'humilier, elle et sa mère. » Il rangea soigneusement la photo dans son portefeuille et la remit à l'abri, comme pour la protéger de la présence profanatrice de l'homme en face de lui. « L'accord est annulé, monsieur Dubois, » dit-il, les mots tombant comme des éclats de glace. « Mais il ne s'agit plus d'affaires, il s'agit d'honneur, et vous n'en avez aucun. Je ferai en sorte que le monde entier le sache. » Avec ces dernières paroles dévastatrices, Monsieur Tanaka tourna le dos à Henri Dubois. C'était un geste de rejet ultime, plus cinglant et insultant que n'importe quel cri. Il se dirigea vers Abby et sa mère, blottis ensemble. Il leur adressa une profonde révérence formelle, un geste de respect immense, totalement étranger dans le monde froid et transactionnel du penthouse des Dubois. « Mademoiselle Riley, » dit-il à Abby, sa voix désormais chaleureuse et paternelle. « Et Madame Riley, je serais honoré de vous raccompagner chez vous. Il n'est pas juste que vous restiez plus longtemps dans cet endroit. » Hélène, qui était restée comme en transe, retrouva enfin sa voix, à peine plus qu'un souffle. « Monsieur, vous n'avez pas à... Nous pouvons simplement prendre le bus. Nous allons bien. » L'habitude profondément enracinée de ne pas déranger, de rester invisible, était difficile à briser, même maintenant. « Absurdité, » dit M. Tanaka doucement mais fermement. « Mon chauffeur est en bas. Ce sera un privilège. » Il regarda Abby. « Ton grand-père était un homme d'un grand honneur. Sa famille est ma famille. » La scène qui se déroulait derrière eux était celle d'un effondrement total. Henri Dubois, dépouillé de son pouvoir et de son prestige en quelques minutes, semblait rapetissé devant leurs yeux. Le titan arrogant et fanfaron de l'industrie avait disparu, remplacé par un homme désespéré et suppliant. « Kenji, attends !» cria-t-il d'une voix brisée. « Nous pouvons arranger ça. C'était un malentendu. Une erreur de greffe. Nous pouvons renégocier. Fixe ton prix. » M. Tanaka ne se retourna même pas. Il fit simplement signe à ses deux assistants de s'en occuper. L'un d'eux se tourna vers Henri, son expression dure comme le granit. Il parla dans un anglais net et parfait. « Monsieur Dubois, toute communication ultérieure se fera par nos avocats.
Je vous conseille d'engager un conseil. Vous aurez bientôt de nos nouvelles au sujet de cette tentative de fraude. » Puis il se tourna vers les autres invités, ses prétendus amis et associés d'Henri, qui tentaient discrètement de se faufiler vers l'ascenseur. Et pour vous tous qui avez assisté à cela, souvenez-vous de ce que vous avez vu aujourd'hui. Le nom du bois est désormais du poison. Les associés se figèrent, le visage blême. Ils regardèrent Henri, non pas avec sympathie, mais avec le calcul froid de rats quittant un navire en train de couler. L'accord de 500 millions d'euros n'était pas seulement mort. Il était sur le point de devenir un scandale de carrière, et personne ne voulait se retrouver dans le rayon de l'explosion. Éléonore Dubois, qui avait construit toute son identité sur la richesse et le pouvoir de son mari, sembla enfin comprendre l'ampleur de leur ruine. Le masque de supériorité glacée vola en éclats, révélant une panique brute et hideuse. « Henri, espèce d'imbécile !» hurla-t-elle, sa voix une symphonie discordante de rage et de peur. « Imbécile fini, comment as-tu pu être aussi stupide, aussi arrogant? Tu nous as ruinés. Je t'avais dit de ne pas être gourmand. » Elle se tourna vers Pierre-Louis, qui restait bouche bée, le visage livide comme du lait tourné. « Et toi, avec tes blagues idiotes et ton arrogance, tu n'as pas pu te taire une seule après-midi, n'est-ce pas? Il a fallu que tu provoques la domestique. »« Moi ?» répliqua Pierre-Louis d'une voix brisée. « En quoi est-ce ma faute? C'est papa qui a trafiqué les comptes. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dans le contrat. » La puissante famille Dubois implosait, s'entre-déchirant en une pluie d'accusations et de reproches, en plein milieu de leur palais de verre. Ils avaient oublié que quelqu'un d'autre se trouvait encore dans la pièce. À travers tout cela, Abby resta silencieuse, tenant la main de sa mère. Elle regarda cette famille qui la méprisait tant, réduite à une querelle pitoyable. Il n'y avait dans son cœur ni triomphe ni victoire, seulement une profonde tristesse douloureuse. Ils avaient tant, et pourtant rien. Ils étaient prisonniers de leur propre cage dorée, et la porte venait de se refermer. M. Tanaka guida doucement Abby et Hélène vers l'ascenseur, les protégeant de ce spectacle hideux. Alors qu'ils attendaient l'ouverture des portes, il fit une pause et regarda vers l'interprète. Clark, affaissé sur une chaise, la tête dans les mains, pleurait doucement. M. Tanaka dit quelque chose en japonais à son second assistant. Celui-ci hocha la tête, s'approcha de l'interprète déchu et posa une carte de visite sur la table à côté de lui. M. Tanaka croit que chaque homme mérite une chance de retrouver son honneur, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences à vos actes, mais si vous dites la vérité et coopérez pleinement, notre entreprise pourra peut-être vous aider à retrouver du travail, loin d'ici. » Clark leva les yeux, le visage strié de larmes, un éclat d'incrédulité et d'espoir dans ses yeux rougis. Il ramassa la carte comme si c'était une relique sacrée. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un doux tintement. Alors que M. Tanaka faisait entrer Abby et Hélène, Abby jeta un dernier regard en arrière. Henri était à genoux, suppliant ses anciens associés de ne pas le quitter. Éléonore hurlait dans son téléphone, sans doute à son propre avocat, et Pierre-Louis s'était effondré sur le tapis de soie italienne, le même que sa mère avait tant voulu protéger, fixant le ciel d'un air vide. Un enfant perdu dans un royaume en ruine. Les portes se refermèrent, étouffant le vacarme et la colère, enfermant les trois dans un cocon d'acier miroitant et de silence. La descente fut aussi fluide et silencieuse que l'ascension. On aurait dit qu'il revenait d'une autre planète. En sortant dans le hall opulent,
Le concierge se précipita pour leur ouvrir les portes, le visage figé dans une courtoisie professionnelle. Dehors, une voiture noire étincelante, longue et incroyablement brillante, les attendait au bord du trottoir. Un chauffeur en costume noir impeccable tenait la portière, arrière, ouverte. C'était un autre monde, bien loin du bus parisien bondé et brinque-ballant qu'elles avaient pris pour venir. Hélène hésita, regardant l'intérieur luxueux de la voiture, comme si le simple fait de le toucher pouvait la brûler. Elle avait passé sa vie à nettoyer après des gens qui vivaient ainsi, toujours dehors, à observer. S'asseoir réellement sur ces sièges de cuir moelleux lui semblait une transgression. Abby sentait l'hésitation de sa mère, serra doucement sa main. « Ça va, maman », murmura-t-elle. Monsieur Tanaka sourit avec bonté. « Je vous en prie, » dit-il. Hélène inspira profondément et se glissa dans la voiture. Abby suivit, s'enfonçant dans le cuir souple. Le siège lui parut un nuage. L'intérieur était silencieux, empli de l'odeur du cuir neuf et d'un parfum discret, propre qu'elle ne pouvait identifier. Le bruit de la ville avait complètement disparu, remplacé par un calme feutré et bourdonnant. Monsieur Tanaka monta après elle, s'asseyant en face sur une banquette orientée vers l'arrière. Le chauffeur referma la porte d'un claquement sourd et rassurant, puis la voiture s'éloigna du trottoir, glissant dans le flot de la circulation parisienne avec une grâce sans effort. Pendant longtemps, personne ne parla. Hélène fixait la fenêtre, le visage impénétrable, tandis que les gratte-ciel du centre se transformaient en quartiers plus familiers, plus modestes. De leur côté de la ville, Abby tenait le livre de contes japonais de son grand-père sur ses genoux. Il lui paraissait plus lourd désormais, comme si les histoires qu'il contenait avaient pris vie. Enfin, M. Tanaka rompit le silence. Il ne parla pas des Dubois, ni du contrat, ni de la tempête financière colossale qui s'apprêtait à éclater sur la ville. Il parla de son grand-père. « Votre grand-père, Walter », dit-il d'une voix douce et réfléchie. « A-t-il jamais reçu les lettres ?» Abby leva les yeux, confuse. « Quelle lettre ?»« Mon grand-père, Satoru, a essayé de le retrouver après la guerre, » expliqua M. Tanaka. « C'était difficile. Tout ce qu'il avait, c'était un nom et une division. Il a écrit des lettres envoyées à l'armée américaine, à des associations d'anciens combattants. Il n'a jamais eu de réponse. Il craignait que votre grand-père n'ait pas survécu au reste de la guerre. » Il baissa les yeux vers ses mains. C'était le plus grand regret de sa vie de n'avoir jamais pu le remercier comme il se devait. « Il est rentré, » dit Abby doucement. « Il a été blessé, mais il est rentré. Il n'a jamais parlé d'avoir reçu de lettres. Nous avons déménagé plusieurs fois quand j'étais petite. Peut-être qu'elles se sont perdues. » Une explication simple à une vie entière de silence, d'incertitude. Quelques lettres égarées avaient empêché 2 vieux soldats de se retrouver, de refermer le cercle de bonté né dans l'enfer d'un champ de bataille à l'autre bout du monde. Il aurait été heureux de savoir que votre grand-père allait bien, ajouta Abby. Mon grand-père n'a jamais pensé avoir fait quelque chose de spécial. Il disait simplement « Tu aides les gens quand ils ont besoin d'aide, peu importe l'uniforme qu'ils portent. » Tanaka sourit, un sourire sincère, chaleureux, qui illumina tout son visage. C'est exactement l'homme que mon grand-père décrivait. Il se pencha en avant, son expression devenant sérieuse, mais sans dureté. « Madame Riley, » dit-il en s'adressant directement à Hélène. « Vous avez une fille remarquable. Elle est sage et courageuse au-delà de son âge. Il est clair que vous l'avez bien élevée. » Hélène se détourna enfin de la fenêtre, les yeux brillants de larmes. « Merci, monsieur. »
Elle est tout ce que j'ai. Je comprends que vous ayez eu des difficultés, dit M. Tanaka d'un ton délicat et respectueux. Henri Dubois a clairement montré son intention de ruiner vos perspectives. Je ne le permettrai pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous, répondit Hélène rapidement. Je trouverai un autre emploi. Nous nous en sortirons. Nous l'avons toujours fait. C'était la fierté réflexe de quelqu'un qui n'avait jamais accepté d'aumône de sa vie. Je ne m'inquiète pas, la corrigea doucement M. Tanaka. Je propose. Comme je l'ai dit, votre famille est ma famille. La société Tanaka possède une grande fondation consacrée à l'éducation. C'est notre façon d'investir dans l'avenir. Nous offrons des bourses aux étudiants prometteurs. Je crois qu'Abigail serait une bénéficiaire des plus méritantes. Il regarda Abby. As-tu déjà pensé à l'université où tu aimerais aller un jour? Abby resta muette de stupeur. L'université n'était pas un rêve qu'elle s'autorisait. C'était une montagne lointaine, impossible, et leur famille était coincée dans une vallée de dettes. Son plan était simple, finir le lycée, trouver un travail et aider sa mère. C'était tout. C'était son horizon. Une bourse complète, continua M. Tanaka comme s'il sentait son incrédulité. Pour l'université de ton choix, n'importe où dans le monde. Tous frais payés, ainsi qu'une allocation de subsistance pour votre famille, afin de s'assurer que tu aies le soutien nécessaire pour te concentrer sur tes études sans souci financier. Hélène eut un hoquet, sa main se plaquant sur sa poitrine. « Monsieur, je ne peux pas accepter. C'est trop. Ce n'est pas un cadeau, Madame Riley, dit M. Tanaka, sa voix ferme mais bienveillante. C'est le remboursement d'une dette d'honneur contractée, il y a plus de 70 ans. Ma famille serait déshonorée si vous refusiez. Il inclina légèrement la tête. Je vous en prie, permettez-nous de faire cela, pour Walter et pour Satoru. La voiture ralentit en tournant dans leur rue. Elle paraissait complètement hors de propos. Un requin noir élégant dans une mer de vieilles guimbardes cabossées. L'immeuble où elle vivait, avec sa façade de briques délabrées et ses escaliers de secours rouillés, semblait rapetisser face à la magnificence de la voiture. Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Hélène. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, mais de soulagement écrasant, incroyable. C'était la libération de toutes ces années d'inquiétude accumulées, de nuits blanches à fixer le plafond, en se demandant comment elles allaient s'en sortir. C'était le bruit d'une montagne de dettes, d'une vie entière de lutte, se réduisant en poussière et s'envolant au vent. Elle regarda sa fille, sa petite fille farouche, brillante et courageuse, qui venait à elle seule de faire tomber un milliardaire, et ce faisant, de réécrire entièrement leur avenir. Elle serra Abby dans une étreinte farouche, enfouissant son visage dans ses cheveux blonds. « Merci », sanglota-t-elle, les mots étouffés. Ce n'était pas seulement adressé à M. Tanaka, c'était un merci à l'univers, à un grand-père disparu depuis longtemps, aux étranges et magnifiques détours du destin qui les avaient conduites à cet instant incroyable. La voiture s'arrêta devant leur immeuble. Le chauffeur était déjà dehors, tenant la porte ouverte. Lorsqu'elles descendirent, les lieux familiers de leur quartier semblèrent différents, plus lumineux. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur les rues usées. Les voisins regardaient par leurs fenêtres, les yeux écarquillés à la vue de la limousine et de ce gentleman japonais impeccablement vêtu. Avant de remonter dans sa voiture, M. Tanaka tendit à Hélène une autre carte de visite. « Voici le numéro de mon assistante personnelle. Elle vous appellera demain pour tout organiser. Vous n'aurez plus jamais à travailler pour des gens comme les Dubois. Votre seul rôle désormais
et de soutenir cette jeune fille brillante. Puis il s'agenouilla de façon à être à hauteur des yeux d'Abby. « L'esprit de ton grand-père vit en toi, Abigail Riley, » dit-il, la voix emplie d'un profond respect. « Tu as son courage et tu as son honneur. Ne perds jamais cela. Le monde a déjà assez de gens malins. Ce dont il a besoin, ce sont des gens honorables. » Il s'inclina devant elle une dernière fois, puis monta dans sa voiture. Le véhicule s'éloigna aussi silencieusement qu'il était arrivé, disparaissant au coin de la rue, laissant Abby et sa mère debout sur le trottoir, dans la lumière déclinante. Leur vie venait d'être changée à jamais, de la plus belle des manières. Abby leva les yeux vers la petite fenêtre de leur appartement, au 3e étage. Ce n'était qu'une simple fenêtre dans un immeuble simple, sur une rue simple. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, cela ressemblait vraiment à un foyer. Pas seulement un endroit où dormir, mais un lieu sûr, un lieu d'espoir, un lieu où pouvait commencer un avenir nouveau. La feuille de papier qui aurait pu les détruire venait au contraire de les libérer. Les jours qui suivirent furent flous pour Hélène et Abby, comme un rêve irréel dont elles craignaient de se réveiller. Le premier coup de fil arriva dès le lendemain matin, comme promis. La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle et incroyablement aimable. C'était l'assistante personnelle de M. Tanaka, une femme nommée Emmy, qui parlait avec une efficacité douce qui mit aussitôt Hélène en confiance. Il n'y eut pas de formulaire compliqué à remplir, pas de parcours administratif semé d'embûches. Emmy expliqua tout simplement. La fondation Tanaka avait déjà reçu les instructions. Une fiducie était en train d'être constituée au nom d'Abby pour financer ses études. Un compte séparé était ouvert pour Hélène, avec suffisamment de fonds pour effacer leurs dettes et couvrir leurs dépenses de subsistance pour l'avenir prévisible. Les instructions de M. Tanaka étaient très claires. « Madame Riley, » dit Emmy au téléphone, « votre seul rôle désormais est d'être une mère. Trouvez un nouveau logement, un foyer sûr et confortable. Prenez un nouveau numéro de téléphone. Nous nous occupons du reste. » Quand Hélène raccrocha, elle resta assise dans un silence stupéfait, pendant une minute entière, avant d'éclater en larmes. Mais ce n'étaient pas les larmes de désespoir auxquelles elle était si habituée. C'étaient des larmes d'incrédulité, de gratitude si immense qu'elle en faisait mal. Elle serra Abby très fort. La petite cuisine exiguë de leur ancien appartement se remplit du son d'un nouveau départ. Pendant ce temps, une toute autre histoire se jouait à travers la ville, l'Empire du Bois, qui avait semblé si invincible, si solide, s'effritait comme un château de sable dans un ouragan. M. Tanaka était un homme de parole. Il n'alla pas à la presse avec des récits sensationnels. Il n'en avait pas besoin. C'était un titan du monde de la finance internationale, un homme dont la réputation d'intégrité était légendaire. Lorsqu'il se retira discrètement de l'accord de 500 millions d'euros, invoquant une violation catastrophique de la conduite éthique, le monde de la finance écouta. Les rumeurs commencèrent à circuler. D'abord des murmures discrets, puis un rugissement. Des murmures de fraude, de contrats falsifiés. L'histoire était trop juteuse pour rester contenue. Un jeune journaliste ambitieux du Financial Times de Paris reçut un tuyau de l'un des anciens associés paniqués d'Henri, un homme désespéré de se distancer du scandale. L'histoire éclata un mercredi matin. Un article en première page détaillait la tentative d'escroquerie. Le papier ne mentionnait pas le nom d'Abby, la décrivant seulement comme une source dotée d'une connaissance inattendue du japonais. Mais les détails étaient accablants. L'action de Dubois Global, qui avait flambé dans l'attente de l'accord, ne se contenta pas de chuter. Elle s'effondra du haut d'une falaise. Elle perdit 80% de sa valeur
en une seule journée de cotation. Les investisseurs d'Henri, ceux qui riaient aux blagues de son fils et admiraient l'art d'Éléonore, s'enfuirent en masse. La société entrait dans une spirale mortelle. Les retombées sociales furent tout aussi brutales. Les Dubois furent déchus sans ménagement de leur siège dans les conseils philanthropiques. Les invitations aux galas et aux bals de charité disparurent mystérieusement. Les amis qui, autrefois, se pressaient pour un week-end sur leur yacht, traversaient désormais la rue pour les éviter. Ils étaient devenus des parias. Leur nom était synonyme de déshonneur. Ils avaient bâti leur monde sur l'argent et le pouvoir. Et quand tout cela disparut, ils découvrirent qu'il ne restait rien en dessous. Abby et Hélène ne virent rien de tout cela directement. Elles étaient trop occupées à bâtir une nouvelle vie. En une semaine, elles avaient retrouvé un nouvel appartement. Ce n'était pas un penthouse dans le ciel, mais pour elles, c'était un palais. C'était un modeste 2 pièces dans un immeuble propre, calme, situé dans un quartier sûr, avec un petit parc de l'autre côté de la rue. Pour la première fois depuis des années, Abby avait sa propre chambre, un espace qui n'était pas un simple coin du salon séparé par un rideau. Elle avait une fenêtre donnant sur un vieux chêne, et le soleil de l'après-midi entrait à flot, faisant danser les poussières en suspension dans l'air. Le premier objet qu'elles achetèrent pour ce nouvel appartement fut un fauteuil confortable. C'était un fauteuil profond, moelleux, recouvert d'un tissu bleu chaleureux. Elles le placèrent près de la fenêtre du salon, à côté d'une petite bibliothèque. « C'est pour grand-père », dit Abby, « un endroit pour que sa mémoire repose. » Les changements étaient modestes au début, mais profonds. Hélène ne rentrait plus à la maison les épaules douloureuses et les pieds gonflés, imprégnée de l'odeur des produits ménagers des autres. Elle recommença à cuisiner, emplissant leur petite cuisine des parfums de pain chaud et de soupe mijotée, des odeurs qu'Abby avait presque oubliées. L'inquiétude perpétuelle gravée autour des yeux d'Hélène commença à s'effacer, remplacée par une lueur douce et paisible. Elle souriait davantage, elle riait. Abby s'inscrivit dans une nouvelle école, publique, réputée pour l'excellence de ses programmes. Le premier jour, elle était nerveuse, serrant la sangle de son nouveau sac solide. Mais ici, personne ne regarda ses chaussures. Personne ne jugea la qualité passée de son jean. Ils virent une fille discrète, férocement intelligente, prodige en littérature et étonnamment douée en sciences. Elle se fit des amis, d'abord timidement, puis réellement. Des amis qui l'invitaient à jouer aux jeux vidéo et à réviser pour les examens. Pour la première fois, elle se sentit comme une enfant normale. Sa relation avec M. Tanaka ne s'arrêta pas à ce trajet en voiture. Il appelait une fois par mois. Sa voix une présence chaleureuse et stable à l'autre bout du fil. Il ne parlait jamais d'affaires. Il demandait des nouvelles de son école, de sa mère, des livres qu'elle lisait. Il lui envoya une collection de classiques de la littérature japonaise, de magnifiques volumes reliés, aux pages délicates en papier de riz. En retour, Abby lui racontait des histoires sur son grand-père, partageant les souvenirs qu'elle chérissait tant, gardant son esprit vivant pour l'homme qui lui devait autant. C'était une amitié improbable, forgée dans l'honneur et traversant les générations, un lien discret qui enrichissait leurs 2 vies. Un après-midi d'automne vif, environ 1 an après que leur vie eut basculé, Abby demanda à sa mère de la conduire au vieux cimetière militaire, à la périphérie de la ville. Elles achetèrent en chemin un petit bouquet de chrysanthèmes blancs. Elles trouvèrent la tombe de Walter Riley dans un coin tranquille, près d'un bosquet d'érables aux feuilles éclatantes de rouge et d'or. C'était une simple pierre tombale fournie par l'État. Son nom, son grade
et les dates de sa vie, gravées dans la pierre grise et usée. Abby s'agenouilla et déposa soigneusement les fleurs au pied de la pierre. Elle traça du doigt les lettres de son nom, la pierre froide sous sa peau. Elle ne pleura pas. Elle ressentit seulement une profonde paix, un sentiment de lien. « Bonjour, papy », murmura-t-elle au vent. « Beaucoup de choses ont changé. Maman et moi allons très bien. Nous avons un bel appartement maintenant. J'ai ma propre chambre. Je pense que ça te plairait. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « Le livre que tu m'as donné, celui avec les contes, il m'a été utile, » dit-elle avec un petit sourire tendre. « Tu avais raison. Tu disais que l'honneur est la seule chose qu'une personne possède vraiment. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça signifiait, mais maintenant, oui. » Elle pensa aux Dubois, avec tout leur argent et toutes leurs possessions, et à la vitesse avec laquelle tout cela s'était réduit en cendres, parce qu'ils n'avaient pas d'honneur. Et elle pensa à son grand-père et à Satoru Tanaka, deux jeunes hommes sur des camps opposés d'une guerre terrible, qui avaient choisi l'humanité plutôt que la haine, et dont le simple acte de décence avait traversé le temps, sauvant elle et sa mère 70 ans plus tard. « Cet homme que tu as aidé, papy, » continua-t-elle, la voix douce. « Son petit-fils nous a trouvés. C'est un homme bien. Il a dit qu'il remboursait une dette, mais je crois qu'il a simplement fait ce que toi tu aurais fait, aider les gens quand ils ont besoin d'aide. » Hélène se tenait à quelques pas, laissant à sa fille ce moment intime, ses propres larmes silencieuses traçant des sillons sur ses joues. Elle regarda Abby, sa petite fille de 12 ans, qui en avait désormais 13, et qui se tenait un peu plus droite, avec une nouvelle confiance dans le regard, terminer sa conversation. Abby se releva, essuya l'herbe de ses genoux. Elle prit la main de sa mère, et, ensemble, elles s'éloignèrent de la tombe, le soleil d'automne projetant de longues ombres derrière elle. Elle était venue au cimetière pour dire merci, mais elle comprit, en repartant, que les leçons de son grand-père n'appartenaient pas seulement au passé. Elles étaient dans son cœur, une boussole morale qui l'avait guidée à travers les pièces les plus sombres pour la conduire vers la lumière. C'était un héritage non pas d'argent ni de terre, mais de caractère, et c'était l'héritage le plus précieux de tous. Ce soir-là, de retour dans leur appartement calme et confortable, Abby s'assit dans le fauteuil bleu près de la fenêtre, l'un des livres envoyés par M. Tanaka ouvert sur ses genoux. L'histoire parlait d'un ancien samouraï qui, face à un seigneur corrompu et puissant, avait choisi de tout sacrifier pour l'honneur. Dehors, les lumières de Paris commençaient à scintiller sur le velours sombre du ciel nocturne. Pour tant de gens, cette ville était un lieu d'ambition effrénée, une ascension incessante vers le pouvoir et la richesse. Mais pour Abby, contemplant la ville depuis la chaleur et la sécurité de son nouveau foyer, elle paraissait différente désormais. C'était un lieu où une vérité discrète, exprimée dans la langue de l'honneur, pouvait être plus puissante que tout l'argent du monde. Et elle, la fille de la femme de ménage, était prête à affronter ce qui viendrait ensuite. Elle n'était plus une victime de ces circonstances. Elle était la gardienne de l'héritage de son grand-père. Et son histoire ne faisait que commencer. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. D'où nous regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles histoires captivantes.